bonjour à tous, ou rebonjour à tous. Je suis maître de conférence à l'université Jean Monnet et je suis également membre du laboratoire NS. Voilà, et là, je vais vous présenter une autre thématique qui est développée au laboratoire et qui est en fait d'envisager les sons comme potentiellement un stresseur, à travers la pollution acoustique et plus particulièrement la pollution acoustique subaquatique dans les eaux douces. L'idée ici, ça va être de caractériser ce polluant, parce qu'on sait assez peu de choses dessus, surtout en eau douce actuellement. Et puis après, de pouvoir utiliser ces connaissances-là et surtout ces enregistrements pour essayer de comprendre aussi l'impact que ça va avoir sur les communautés naturelles. Alors, donc pour démarrer, de façon très générale sur les systèmes d'eau douce, c'est une ressource clé, vitale. C'est vrai que les populations humaines, depuis toujours, se concentrent autour des systèmes d'eau douce. Aussi parce qu'ils produisent, ils nous apportent un très très grand nombre de ce qu'on appelle des services écosystémiques. D'accord, donc on les classe assez souvent en 3 voire 4 catégories, donc de l'approvisionnement, de l'eau ici tout simplement, de la régulation, ici régulation des climats, traitement de l'eau, et puis des services culturels, ça on va en parler aussi pas mal, notamment utiliser ces socio-écosystèmes-là pour ces loisirs, pour ce qui va nous concerner. Et donc, ces services-là, si on surfréquente les milieux, eh bien, on va baisser progressivement leur niveau. Et puis, il est attendu que dans des états écologiques mauvais, on va avoir aussi des niveaux de services écosystémiques qui seront très bas. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des stratégies de gestion pour revenir un petit peu vers des statuts écologiques qui permettent un niveau satisfaisant de services écosystémiques. Donc les systèmes d'eau douce, ils connaissent un très grand nombre de menaces. On va catégoriser généralement entre des menaces qu'on va appeler historiques. Alors c'est simplement pour lesquelles on se préoccupe depuis très longtemps. Et puis d'autres plus émergentes. Donc les historiques, on va voir la dégradation des habitats, la modification des régimes hydriques. Là, on est vraiment sur les systèmes aquatiques. La surexploitation. Et puis, toutes les questions d'invasion biologique et de pathogènes. Maintenant, on associe souvent les deux. Et donc, on a également des menaces qui sont plus... Alors, elles sont qualifiées d'émergentes, mais en réalité, c'est parce que la préoccupation pour ces menaces, elle va être un peu plus récente. Et donc, là-dedans, alors, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, mais on va retrouver le changement climatique, tout ce qui est lié au e-commerce, qui accélère notamment les invasions biologiques, les blooms, les proliférations algales liées aux apports de phosphore et d'azote, tous les nouveaux polluants chimiques, donc il y en a régulièrement des nouveaux, les microplastiques, les nanoparticules, c'est un petit peu plus bas, la chute également du calcium, et puis les questions de lumière et de bruit qu'on met parfois un peu ensemble. Et donc, la conséquence de toutes ces atteintes qui sont liées aux activités humaines, bien sûr, un déclin de la biodiversité, qu'on voit illustré ici. Alors, ça s'arrête en 2012, mais la tendance est malheureusement la même si on continue jusqu'à nos années. Et donc, ce qui est assez important à voir ici, c'est que la tendance globale est à la baisse, mais on voit que sur les systèmes d'eau douce, on a un déclin de la biodiversité qui est beaucoup plus fort. Donc, on est beaucoup plus fort que dans les systèmes terrestres et les systèmes marins. Donc, c'est un argument pour essayer d'avoir plus de connaissances sur ces milieux-là pour avoir des stratégies de gestion rapidement et adaptées. Donc nous, ce qui va nous concerner aujourd'hui, ça va être un des symptômes très rapidement perceptibles de la surfréquentation de ces milieux-là, donc à savoir la pollution sonore, les émissions sonores. Alors c'est vrai que on va discuter un peu avec les gestionnaires de grands lacs notamment, une des préoccupations majeure qui est issue des enquêtes faites auprès des usagers des lacs, c'est la préoccupation pour les émissions sonores qui les dérangent en fait, dans leurs activités. Alors c'est évident que c'est aussi le bruit va être plus immédiatement perceptible que des microplastiques ou des nanoparticules, bien sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça en fait une préoccupation maintenant majeure dans la gestion de ces lacs, de ces socio-écosystèmes.
Donc on va reparler un peu plus de cette pollution acoustique aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter un travail qui a été fait sur le lac du Bourget. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un lac. Alors c'est le plus grand lac, on va dire naturel, profond. On nuance des fois un petit peu de France. Donc il est situé près de Aix-les-Bains. Chambéry n'est pas trop loin non plus. Mais Aix-les-Bains, c'est le principal centre urbain qui est vraiment à proximité. Donc c'est un lac, on va le classer dans les lacs périalpins, avec le lac, notamment parmi les plus connus, Annecy et le lac Léman, ou lac de Genève. Et donc sa particularité, donc il mesure, sa profondeur va jusqu'à 140 mètres, et en moyenne, on est à 80 mètres de profondeur. Et donc c'est un lac qui couvre, qui va regrouper évidemment tout un tas d'activités humaines. Et donc ça nous a amené à se poser un peu plus la question de cette pollution acoustique dans ces milieux-là. Et donc on a démarré un projet, donc un projet qui s'appelle Pollution, et qui a été donc financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui implique notre laboratoire, et puis des acteurs un peu plus locaux. Alors, donc il y a le Cartel, c'est un laboratoire INRA qui est vraiment spécialisé sur l'hydrobiologie et les systèmes lacustres, donc incontournable pour ce qui est des lacs périalpins et lacs alpins. Le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, le syndicat du lac du Bourget, les gestionnaires, un bureau d'études de plongée scientifique, et puis après une spécialiste également de tout ce qui va être acoustique aquatique. Et donc ce projet alors consistait à mettre en place donc un suivi acoustique. Donc on parlait tout à l'heure de ce PAM, pour Passive Acoustic Monitoring, donc on est exactement là-dedans. Donc on a mis en place un suivi de 2 ans dans le lac du Bourget en ciblant en fait 5 localités assez contrastées dans le lac. Donc on a ici la proximité, alors ce qu'on a appelé esplanade, c'est la proximité pour ceux qui connaissent. C'est là où a lieu le festival Musilac qui a lieu chaque année, sur lequel on a du coup travaillé aussi en termes de pollution acoustique. Donc situé juste en face d'Aix-les-Bains, et également à proximité du plus gros port d'eau douce, je crois même d'Europe, donc qui va être situé ici. Là, on a une zone vers la pointe sud qui est une zone normalement juste en face d'une zone de réserve, mais on a également l'aéroport du Bourget qui est juste en dessous. Intéressant. Ce site-là, donc qu'on appelle Côte Sauvage parce qu'il est situé sur la partie, on va dire, la moins accessible du lac. Donc souvent, on pense un peu que c'est l'endroit le plus sauvage, préservé. Et donc, il y a l'abbaye de Hautecombe, pour ceux qui connaissent aussi, qui n'est pas très loin. C'est un site aussi assez connu des touristes. Châtillon, c'est donc le point le plus au nord, qui est à proximité en fait de cette jonction avec le Rhône. Donc là aussi, potentiellement un point de passage important. Et là, on a donc la baie de Grésines, qui est donc un milieu un peu plus reculé, où vous avez plutôt des pêcheurs éventuellement, et puis des plongeurs qui vont aller fréquenter cet endroit. Donc l'idée, ça a été de mettre donc, des enregistreurs acoustiques longue durée, donc ces systèmes-là, qui peuvent tenir. Alors bien évidemment, ça dépend de la température, ça dépend d'un tas de choses, mais on pourrait dire, on peut espérer 6 mois. Nous, on faisait des rotations tous les 4 mois, pour être sûr quand même. Et donc, ils ont été placés alors, sur des systèmes un peu maison, parce que ça, en fait, tout le monde fait sa propre sauce, en fait, en général. Donc, on les a mis sur des petits socles en béton, sur lesquels on a mis un mât en aluminium. Alors là aussi, en fait, on apprend en faisant. En fait, très dur d'éviter des vibrations, des bruits parasites, donc il faut tout mettre des colsons sur le moindre truc. Enfin bon, voilà, ça on apprend au fur et à mesure. Et donc ces balises, elles sont posées donc entre 20 et 25 mètres. Alors souvent, on va les mettre sur des substrats assez plats et assez meubles, ce qui va nous permettre de ventouser entre guillemets un peu le socle en béton, et ça évite qu'il bouge. Alors il pourrait glisser un peu ou en tout cas être un peu déplacé. Voilà, donc l'hydrophone, on le voit ici, en haut du mât. Et donc là, on a enregistré une demi-heure toutes les heures. Donc on a la première demi-heure de chaque heure. Et donc ces systèmes-là, alors ça aussi, c'est vraiment des choses très pratiques, mais on pourrait se dire, pourquoi ne pas avoir un système depuis la surface ? Ce serait quand même beaucoup plus simple, moins coûteux.
En fait, on ne peut pas, simplement administrativement parlant, parce qu'on ne peut plus ajouter d'objets en surface sur le lac. Parce qu'après, ça fait des obstacles, ça fait des points d'accroche, donc ils ne veulent plus, les DDT ne veut plus. Donc, on doit tout faire du coup sous l'eau. Alors, on a des bouées après de subsurface à 3-4 mètres de fond pour aider un peu les plongeurs pour retrouver les balises. Alors, malgré tout, on a quand même eu des soucis certaines reprises parce que ce qui est très dur à éviter, hein, c'est que quand des bateaux viennent mouiller à proximité, le risque c'est que leur ancre fasse un peu grappin et déplace en fait la balise. Hein, et donc dans des milieux comme ça où la visibilité est très mauvaise, déplacer de 10 mètres parfois, ils peuvent mettre une demi-heure à la trouver, donc ils sont obligés de remonter. Enfin, ça devient très très vite très compliqué. Bon, on en a perdu, on a retrouvé. Mais voilà, on a quand même quelques données. Donc je vais vous présenter quelques résultats là-dessus. Alors c'est en cours de, on espère soumettre très rapidement, mais c'est en cours de rédaction. Donc vous voyez que le jeu de données, hein, voilà, il y a des trous parce que il y a des balises qu'on a perdues, d'autres qu'on a retrouvées. Là, ça a bugué, donc on retire les cartes, il n'y a rien dessus. Voilà, on appelle le fabricant, il dit comme ça. Bon, donc on a un jeu de données un peu morceau, hein, on sait ce que c'est. On a quand même heureusement des zones assez couvertes, notamment on a l'été, ça c'est pas mal en termes d'activité. Donc ici ce que je vous montre en fait c'est d'abord une analyse du niveau sonore. Donc on a fait des choses pas très compliquées, hein. Donc là on a une représentation du niveau sonore en choisissant en fait une bande d'octaves en fait, qui est centré sur 1584 Hz. Alors pourquoi? Parce qu'apparemment, cette métrique-là, il a été montré qu'elle était très sensible à l'anthropophonie ou technophonie, donc au bruit en fait, d'origine humaine. Et notamment, elle est moins influencée par rapport au calcul d'un niveau sonore sur une bande beaucoup plus large par les signaux basse fréquence qui vont plus correspondre à de la géophonie, à des vocalises aussi de poissons, par exemple, et donc qui pourrait influencer un peu le calcul du niveau sonore. Comme là, l'idée, c'était vraiment de se centrer sur la pollution acoustique, on a choisi ce descripteur-là, qui marchait d'ailleurs assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, vous avez donc l'axe temporel, on a nos 5 stations ici. Alors bon, il y a des choses assez évidentes, hein. Donc plus on va là vers le jaune, la couleur chaude, plus on va avoir un niveau qui va augmenter. Donc en temps calme, hein, on va dire en l'absence de bruit, hein, on est autour de 100 décibels, ce qui est tout à fait classique dans des milieux lacustres, voilà, par moment calme. Et puis après, ça peut augmenter. Hein. Alors, ponctuellement, ça peut atteindre 130, 140 ou un peu plus de décibels, quand il y a un bateau qui passe pas très loin. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, le niveau sonore est plus important en période estivale. C'est très logique, hein, puisque c'est là où il y a le plus d'activité sur le lac, le plus de bateaux. Et puis, dans des zones alors, entre 10 heures et puis le fin d'après-midi. Alors évidemment, l'été, cette plage horaire est plus grande. Hein, c'est assez logique. Toutes les zones sont assez concernées. Alors peut-être mis à part Grésine, parce que comme c'est une baie un peu reculée, il y a moins de passages. Donc on a des niveaux qui augmentent un petit peu moins. Mais sinon, les autres zones sont concernées. La côte sauvage, beaucoup de passages aussi finalement. Donc elle n'est pas plus épargnée, sauvage que ça, en tout cas acoustiquement. Ce que l'on a fait ensuite, c'est d'aller un petit peu plus loin pour voir notamment l'effet de variables climatiques sur ces niveaux sonores. Donc on a fait des modèles ici additifs généralisés. En français, c'est un peu moins logique. Et donc là aussi, il y a des choses assez intuitives, hein, qu'on va retrouver. Donc si on regarde en fonction de l'année, en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée, bien on voit par exemple ici bien que c'est plus bruyant le week-end à des heures classiques de sortie des bateaux. Hein, c'est ce qui est montré ici, hein, ce spot-là. Donc ça, c'est assez logique. Ce qu'on regarde plutôt pendant l'année, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un pattern qui s'inverse un petit peu. Et ça, c'est probablement dû parce que l'hiver, le contributeur sans doute majeur de niveau sonore, ça va être aussi la géophonie. On va avoir un effet du vent qui va être plus marqué. Donc, on va avoir un pattern un petit peu inversé. Et du coup, plutôt de l'activité sonore, enfin du niveau sonore aux heures, on va dire le matin, la nuit. C'est là où on a souvent un peu plus de vent. Alors qu'en période estivale, le bruit se centre de nouveau sur les périodes d'activité nautique, hein, classique, donc
milieu de journée, etc. Donc on retrouve ça. Et au niveau après ici, on retrouve, donc là c'est le jour de la semaine et puis l'année. Bon, bah là, en fait, il y a du bruit quand même quasiment tout le temps, hein. Surtout, bah, évidemment, en période estivale, hein, c'est du coup, on voit ici, hein, c'est bruyant quasiment tout le temps, quoi. Donc là aussi, des choses assez logiques, hein, bah, quand il y a du vent, alors d'un côté, le vent augmente un petit peu le niveau sonore, mais d'un autre côté, il fait sortir moins de bateaux. Donc, bon, il joue un petit peu de plusieurs manières. Alors, une autre approche qu'on a utilisée aussi, c'est de s'intéresser, en plus du niveau sonore, à bien essayer d'identifier les motifs, les signatures acoustiques que l'on va le plus rencontrer. Alors, pour faire ça, alors évidemment, c'est un peu lié quand même au niveau sonore, hein, puisque on va voir ici que la discrimination des motifs, bah, elle se joue aussi, elle va intégrer aussi les niveaux sonores. Donc là, en fait, on a utilisé une approche de clustering, hein, ce qu'on avait évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc c'est une approche qui est, on va dire, semi-supervisée. Donc on a fait donc chercher en fait les clusters de façon un peu non supervisée à la machine pour essayer de nous donner un certain nombre de clusters. Je crois qu'on est parti sur une vingtaine au départ. Et après, sur l'identification de ces 20 clusters, on a fait des écoutes manuelles pour éventuellement reassembler en fait certains clusters qui finalement étaient artificiellement découpés par l'analyse, et en fait on les a regroupés. Donc il y a à la fois voilà, quelque chose de non supervisé, et à la fin, en a posteriori, il y a une analyse un peu d'expert pour rapprocher certains clusters. Et donc ça nous a permis d'arriver à 9 clusters, ici, hein, donc de 0 à 8. Et en fait, c'est assez simple. On voit, donc là, on va voir les fréquences et comment l'énergie va être distribuée. On voit que les premiers, ça va être typiquement ici, c'est les moments les plus calmes, hein, donc où on a uniquement un peu d'énergie en très basse fréquence. Donc c'est vraiment du bruit de fond, hein, classiquement. Et puis plus on va vers les clusters donc élevés, plus on va avoir de l'énergie qui couvre tout le spectre. Donc typiquement ici, hein, on va avoir des passages de bateaux, qui va être souvent l'activité sonore la plus intense dans nos lacs. Donc on voit ici, hein, on augmente petit à petit l'énergie dans les hautes fréquences, d'accord, pour arriver à ces clusters-là. Donc là, vous avez quelques exemples toujours de spectro. Ici, hein, on voit ce que l'on peut trouver finalement comme motif sonore dans ces différents clusters, ce qui nous a aussi permis de les regrouper. Donc par exemple ici, on reviendra là-dessus, mais on voit typiquement une signature de passage de bateau, qu'un effet de Lloyd ici, donc signature assez classique qu'on retrouve assez souvent dans le lac. Donc ce que l'on a fait après, c'est qu'on a regardé les itérations en fait, les occurrences de ces différents clusters, en fonction du temps, de l'heure de la journée, et puis donc de nos 5 sites sur nos 2 années de suivi. Et donc là, ce que l'on constate, alors bien sûr, hein, c'est en partie superposable avec l'analyse de niveau sonore, hein, puisqu'il y a évidemment un lien entre les deux. Mais ce qui est assez intéressant à voir, donc on a des sites qui sont assez proches, mais on a des sites qui sortent un petit peu. Donc notamment, si on reprend celui-ci, hein, qui est fameuse Côte Sauvage, on voit qu'il y a un cluster là qui ressort beaucoup plus qu'ailleurs. Celui-ci. On a quand même aussi pas mal d'énergie, hein, des signatures assez fortes. Hein, donc on a quand même un endroit où on a des signatures assez marquées. Et c'est sans doute parce que cet endroit-là, en fait, c'est un endroit où les bateaux vont beaucoup passer, puisque c'est un endroit assez sauvage. Donc ils y passent, ils vont peut-être moins s'y arrêter. Également parce qu'ils relient le sud du lac à cette fameuse jonction qui est avec le Rhône, vers la pointe nord. Donc c'est une zone où beaucoup de gens passent. Et du coup, qui dit passer, ça augmente aussi le niveau sonore, parce que les bateaux tournent assez vite, et donc ça induit sans doute une pollution un peu plus marquée. Autre chose aussi qu'il faut sans doute intégrer, mais qui est beaucoup plus compliqué à expliquer ici, enfin expliquer, en tout cas à tester, c'est que les lieux, la morphologie n'est pas tout à fait la même non plus. Côte sauvage, on a des falaises, hein, ce qu'on voit en surface, ça va la même chose dans l'eau, hein, c'est-à-dire que c'est rectiligne, quoi. C'est vertical, pardon. Et donc, on a quelque chose aussi de plus minéral. Donc, c'est sans doute aussi que la propagation, elle n'est pas la même à cet endroit. Et donc, ça peut aussi contribuer à ce que l'on détecte ici au niveau des niveaux sonores et puis des clusters. En tout cas, voilà, on n'a pas quelque chose d'homogène ici à l'échelle du lac. Hein, on a de la variation dans le temps et puis également dans l'espace. Alors là, je vous fais un petit blind test en fait, de ce qu'on peut rencontrer dans l'eau. Hein.
Voilà, je vais vous faire écouter si ça marche, ces différents signaux. Donc, voilà, je pense que ça va être assez facile à deviner. Hein, on voit bien, donc c'est intense, ça couvre quand même largement le spectre, et puis on a cet effet de deuil ici, alors moins marqué, mais on le voit là, avec la réverbération. Un peu agaçant. Donc c'est évidemment c'est un bateau. Hein, donc la majeure partie des signatures que l'on va trouver, ça va appartenir, ça va être de cette catégorie-là. Donc un passage de bateau. Alors là, il est bien régulier. Hein. De l'aviron. Voilà. De l'aviron. Hein, voilà. C'est effectivement un avion. On est à 25 mètres sous l'eau. Hein. Toujours, il faut bien avoir ça en tête. Hein. 25 mètres. On a des fréquences graves, alors pour le bateau, on n'avait pas de fréquences graves. C'est le même micro ? Bah, en fait, c'est que je pense que le bateau, il y a aussi des fréquences hautes qui rajoutent sans doute cette sensation que c'est plus aigu. Hein, mais... proximité, normalement, on devrait avoir un... Du bateau ? Ouais. Ah, c'est pas tant à proximité en fait, parce que bah, déjà, bon, les 25 mètres de fond, c'est pas pour ça, mais nous, on a placé nos enregistreurs au niveau de ce qu'on appelle la bande de rivage. Donc, c'est théoriquement une bande où les bateaux, normalement, n'ont pas le droit d'aller. Donc, en théorie, on n'aura pas. Alors, c'est aussi pour éviter un potentiel effet de masquage, parce qu'on s'est dit, si on a des bateaux qui passent au-dessus, ils vont nous polluer l'enregistrement et ils vont nous masquer tout ce qu'il y a derrière. Donc, s'il y en a un qui passe pendant très longtemps, ça peut nous perturber un peu enfin, voilà. Donc normalement, c'est peut-être aussi pour ça. On serait beaucoup plus près, on n'aurait pas pas le même spectre. Alors un autre exemple. Là, alors ce qu'il faut voir, hein, c'est un indice très très bas, quand même, hein, très basse fréquence. Donc il faut imaginer que c'est. Alors en fait, bon là aussi, il faudra avoir une indication de où on se trouve, hein, mais c'est probablement c'est au niveau de la baie de Grésine où il y a une ligne de chemin de fer à proximité. Donc c'est sans doute des très basses fréquences qui passent aussi beaucoup par le substrat qu'on va capter. Et là, dernier exemple, alors j'aurais pu en mettre plein comme ça, mais on ne va pas faire que ça. Bon, j'en aurais pu en essayer de mettre d'autres, mais alors c'est pas la chasse, c'est des feux d'artifice. On voit ces signatures quand même assez particulières. Donc en fait, on capte un tas de trucs, et ça, je vais revenir là-dessus. Comment tu sais ? Joker. Non, mais probablement c'était fait sans doute le 13, 14 ou 15 juillet. En fait, je lui ai dit, regarde dans les trucs du 13, 14, 15, et il a trouvé, évidemment, cette signature-là. Oui, j'ai oublié d'en parler, je dis c'est les travaux de Théophile Turcot. Je le mets à la fin, mais j'aurais pu le mettre plus tôt. Donc, il a soutenu sa thèse en novembre dernier donc sur ce projet-là. Voilà, donc beaucoup de sons. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, évidemment, une question qu'on se pose, c'est, enfin, en tout cas, que moi je me pose, quelles sont les conséquences de tous ces sons? Alors, sur les humains, on sait que ça les perturbe, ça les gêne. Je reviendrai aussi là-dessus. Je pense que ça joue sur la relation homme-nature, qui est beaucoup d'actualité. Et donc, nous, on s'est d'abord posé la question sur l'impact que ça va avoir sur la faune aquatique, parce que vous le savez, les sons dans l'eau se diffusent extrêmement bien, et les organismes aquatiques reposent énormément sur les signaux sonores pour communiquer, parce que dans des milieux où on ne voit pas grand-chose, les sons, c'est parfait. Donc, c'est le premier groupe, vos poissons, qui va produire des vocalises. Donc, ça confirme. Donc voilà, c'est vraiment une question importante. Et il n'y a pas que les poissons, je vais vous le montrer tout de suite. Il y a aussi tous les invertébrés qui vont percevoir ces signaux-là. Alors là, je ne vais pas parler j'en fais des cours complets là-dessus, de l'impact de la pollution acoustique, parce qu'on pourrait tenir des heures là-dessus. Je vais juste résumer ça voilà, avec cette diapositive-là. En tout cas, ça, c'est une question qui, moi, je dirais, m'anime. On sait beaucoup de choses sur la réponse des individus. Ça, il y a des tonnes de papier, donc les changements de comportement, les changements physiologiques, donc des hormones de stress, cortisol, etc. Bon, il y a plein de choses là-dessus. En général, dès qu'on teste quelque chose, on trouve un effet.
Souvent aussi parce qu'on va tester quelque chose de très très fin dans des conditions très très contrôlées. Donc en général, on voit quelque chose. Faire ça dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Bon, j'ai des résultats là-dessus, mais je veux pas. C'est pas l'objet aujourd'hui. Mais la grande question, donc ça, d'accord, c'est bien. Mais la grande question, c'est pour un écologue en tout cas, bah, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, bon, montrer qu'un individu il nage un peu de biais, c'est bien, d'accord, mais c'est quoi la conséquence? Est-ce que ça change les interactions? Est-ce que ça change les propriétés de ma communauté? Est-ce que ça change le fonctionnement de mon écosystème? Et ça, c'est des questions d'écologue. Et donc, sachant que ces individus-là, hein, ils sont tous imbriqués dans des interactions écologiques qu'on va appeler nichées. Donc, il est mangé par un tel, il va être en compétition avec un tel. Et donc, c'est par ce biais-là que peut-être eh bien, les effets individuels pourraient se répercuter sur l'écosystème. Alors ça, c'est beaucoup moins documenté, surtout en eau douce, même en aquatique. Et donc, alors il y a plusieurs manières d'explorer un peu ça. Travailler sur des communautés complexes, entières, qu'on expose à des sons. Bon, sauf que ça, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a fait. Et d'ailleurs, voilà, mais c'est un autre sujet. C'est beaucoup moins évident de mettre en évidence un effet du bruit. Tout de suite, c'est plus compliqué. Et une autre manière de se poser cette question-là, c'est aussi de travailler sur des espèces qui sont directement impliquées dans des processus écosystémiques. Alors, c'est vrai que on regarde un peu les modèles d'études, bon, on va trouver des espèces souvent un peu emblématiques, rares, mais entre ça et une espèce fortement impliquée dans le processus écologique, c'est pas toujours la même chose. Donc ça, c'est une autre façon d'aborder les choses. Alors, je vais vous montrer du coup un exemple avec ici une petite moule. Alors, avec où de gens, bon, c'est pas hyper intéressant à côté d'un brochet, mais n'empêche que cette espèce-là, eh bien, elle est directement impliquée dans des processus écosystémiques. Hein. Alors, bon, surtout que celle-ci, elle est un peu particulière, hein, parce que c'est pas une moule native, voilà, assez discrète, bien intégrée dans sa communauté. C'est une moule agressive, je pense que le terme ne va pas vraiment bien, mais c'est une espèce invasive, donc qui vient de l'Ukraine, il me semble, donc qui est parmi les 100 espèces les plus problématiques au monde. Donc c'est tout petit, hein, mais ça colonise tout. Donc là, vous voyez un exemple de lit, on va dire, de moules. Donc ça colonise tout, ça colonise même des organismes vivants. Vous pouvez trouver d'autres moules natives colonisées par ces moules-là, des écrevisses collées avec des moules comme ça. Et donc, c'est une espèce qui est arrivée, alors elle est dans les grands lacs américains. Elle est en train de remplacer la moule zébrée. Ceux qui connaissent, en gros, c'est une voisine, hein, mais qui est un peu moins compétitive, hein, qui l'est déjà énormément, mais elle est un peu moins par rapport à celle-ci. Donc celle-là la remplace, mais c'est encore pire. Et donc au niveau des lacs américains, où elle est arrivée déjà depuis un moment, donc ces moules-là, hein, que ce soit la zébrée ou celle-ci, en fait, elles ont quand même, je ne sais pas si vous voyez les lacs américains, hein, le Bourget à côté, je ne suis pas sûr qu'on le voit sur une carte, ces moules-là, elles ont changé la couleur de l'eau. D'accord, c'est des trucs comme ça, quoi. Bien sûr, avec des biomasses colossales, mais elles ont changé la couleur de l'eau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elles filtrent. C'est des pompes. Elles filtrent. Et donc, ça change complètement votre écosystème. Je reviendrai sur ça. Mais en gros, ça transfère toute l'énergie qu'il y a dans l'eau, dans la masse d'eau, vers le fond. Donc, ça change complètement vos écosystèmes. Donc, on a travaillé sur ça. On a fait une petite expérience. Avec 2 étapes. Hein. Donc, on a été collecter... donc des moules qui viennent d'ailleurs du lac du Bourget, parce que ça y est, elles sont arrivées là-bas. Donc elles arrivent aussi dans nos lacs périalpins. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir la même chose dans nos grands lacs, entre guillemets, que ce qui s'est passé en Amérique du Nord? On craint malheureusement que ce soit le cas. Et donc, on a appliqué, donc on a fait 2 expériences. Une première qu'on va appeler de conditionnement. En fait, on a exposé ces moules qui viennent quand même d'un milieu bruité, hein, parce qu'elles viennent d'un milieu où c'est le lac du Bourget, donc il y a des bruits de bateaux. Donc on a fait 2 traitements sonores pendant 16 à 20 jours, donc du bruit de fond du laboratoire. Donc on n'a pas voulu recréer un bruit de fond naturel parce qu'en fait on l'aurait mal fait avec les contraintes du laboratoire, des aquariums. On aurait sans doute fait quelque chose de vraiment pas beau. Et surtout, ça serait venu se rajouter au niveau sonore naturel entre guillemets du laboratoire. Donc on serait arrivé à des niveaux sonores au-dessus de la norme. Alors que là, en ne prenant que les bruits de fond du labo, peut-être que d'un point de vue spectral, on n'a pas fait la même chose, c'est sûr. Mais au niveau sonore, on est très proche. On est autour de 95-100 décibels. Donc c'est pas mal. Et puis, on a fait un autre traitement sur lequel on est venu rajouter en fait une simulation d'activité nautique. Donc on a repris toutes nos signatures de bateau, on en a quelques-unes.
Et on a créé en fait un paysage sonore d'activité nautique très réaliste en suivant la fréquentation du lac en fonction des heures, etc., etc. Donc on a fait ça on a fait une piste de 20 jours. Et donc pendant cette expérience-là, on a fait des mesures d'agrégation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que ces petites moules-là, alors ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge quand même. En fait, elles ont la capacité, dans des conditions très stressantes, de couper en fait le byssus et d'éventuellement changer de substrat. Alors c'est assez rare, mais en tout cas, quand on va les détacher de quelque chose, elles vont se déplacer avant de se refixer sur quelque chose. Donc on peut mesurer l'agrégation, qui est une réponse biologique assez connue à des stress, comme par exemple la présence d'un prédateur. Donc c'est intéressant déjà pour voir si elles perçoivent le bruit et elles répondent au bruit. Et puis après, donc, on a fait une expérience de filtration donc, qui a duré 12 heures, 6 heures de jour, 6 heures de nuit. Et là aussi, donc, on a appliqué ces 2 traitements sonores, mais aux 2 lots. Donc ça nous a donné à la fin 4 conditions. Donc là, le contrôle, faut en dire full contrôle, qui ont eu du bruit de laboratoire, donc pas de bruit de bateau tout le temps. Ici, donc, du bruit de laboratoire uniquement pendant l'expérience de filtration, donc quelque chose de plus court en termes d'exposition. Là, donc, on avait du bruit de fond de laboratoire tout le temps. Non, je dis des bêtises. D'activité nautique et après du bruit contrôle. Donc, pour se poser la question de est-ce qu'on a des effets qui persistent dans le temps, c'est-à-dire on retire l'activité nautique, est-ce que les altérations sont encore là ou est-ce que ça disparaît? Et puis ici, du bruit de bateau tout le temps. Donc là, pour une exposition un peu plus chronique, un peu plus longue. Et donc là, on a mesuré l'activité valvaire, je vais vous montrer, et puis également le taux de filtration. Alors, donc là, vous avez l'expérience d'agrégation. Donc en fait, on a fait des photos, je ne sais plus à quel intervalle d'ailleurs, pour essayer de voir leur mouvement. Alors, j'ai plus la vitesse de déplacement. Bon, c'est quand même accéléré, évidemment. Là. Mais vous voyez qu'ici, elle sort, on voit le siphon, mais on voit aussi parfois, là, on voit le pied. En fait, elle va utiliser ça pour se déplacer. Donc là, on a utilisé des carreaux de carrelage, mais c'est la bonne granulométrie, en fait, ça plaît bien en moule. Et des filets autour en plastique. Et en fait, on a remarqué que là-dessus, elle ne montait pas. Donc c'est parfait. On pouvait garder les moules en 2D. Et on pouvait suivre les déplacements de façon assez fine. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mesuré. Alors, on a vu qu'au bout de 48 heures, elles commençaient à s'arrêter de bouger. Donc, elles avaient déterminé leur position. Et on pouvait considérer que c'était le moment de calculer l'agrégation. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a calculé le taux d'agrégation, donc la proportion de moules qu'on va trouver agrégés, et puis également la taille des agrégats, c'est-à-dire est-ce qu'elles forment des agrégats plus gros. Et donc là, vous avez les résultats. Donc en rouge, en général on met le rouge, c'est dangereux, donc c'est le bruit de bateau. Et en bleu, c'est le traitement avec uniquement du bruit de fond de laboratoire. Et en fait, on voit que un petit paquet rouge qui est plus décalé ici, elles ont tendance à plus s'agréger avec du bruit de bateau. Et donc, ce qui semble assez cohérent avec l'hypothèse d'une réponse à potentiellement une menace, comme un poisson qui approcherait pour essayer de les consommer, sachant que écologiquement parlant, se regrouper, c'est une réponse assez universelle. Ça diminue le risque individuel de prédation. Au niveau des moules, ça rend sans doute la capture de l'individu plus difficile à cause des valves qui sont un peu partout. Et donc, c'est une réponse qui est assez connue. Donc ça, elle le fait avec du bruit. On l'a vu du coup en laboratoire. Concernant la filtration, ici, donc là, on a collé ces petites moules. Alors, c'est une procédure qu'on retrouve dans plein de papiers. Donc, ça marche. Ça n'a pas l'air de perturber beaucoup les réponses qu'on mesure. Le déplacement, si, bien sûr, mais la filtration, ça va. Donc, on les a collés, alors d'une façon bien précise, sur des petites étagères en fait qu'on a faites en PVC. Et on a été après augmenter un peu le contraste. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu de peinture noire et dessus un point blanc. En fait, pourquoi? Pour pouvoir mesurer le déplacement de ce petit point blanc. Ici, on voit une espèce de moule qui chante, là, qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc ça, après, en faisant de l'analyse d'image automatisée, parce que sinon, c'est un peu compliqué, on a mesuré l'écartement des valves. Alors, on n'a pas été voir le mouvement, la dynamique réellement d'activité valvaire, parce qu'on n'avait pas un taux d'acquisition d'image assez important pour ça. Mais on a quand même calculé un temps d'ouverture et puis un degré d'ouverture, etc., etc. Donc ça nous a permis
de calculer ce qu'on appelle ici alors valve gaping. En fait, c'est une métrique qu'on a créée qui, je dirais, agglomère un peu à la fois le temps passé ouvert et le degré d'ouverture, sachant plus on est ouvert longtemps et grand, plus on a un valve gaping qui est important. Et ici, on a mis ça donc en relation avec alors on appelle ça taux de clearance, c'est le taux de filtration. Donc on leur a donné en fait des algues à consommer, et puis on a fait des prélèvements d'eau régulièrement et on a mesuré la quantité algale, ce qui restait, pour voir ce qui était consommé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend le traitement full control ici, donc jamais de bruit de bateau, eh bien on a une relation positive assez nette qui se dégage, qui est documentée. Donc on la retrouve dans la littérature, c'est-à-dire qu'en général, c'est logique, plus elles ouvrent, elles ont une activité valvaire importante, plus elles vont s'y filtrer. Donc, parce qu'en général, il y a deux activités qui vont être associées à ça, la respiration et puis la consommation. Donc en général, plus elles s'ouvrent, plus elles vont pouvoir filtrer, assez logique. Et si on prend, alors je prends l'extrême, le traitement full bruit, là en fait on n'a plus cette relation positive entre l'activité valvaire et la filtration. Donc ça veut dire qu'en fait elles ont tendance à s'ouvrir plus, parce qu'on voit que les valeurs elles vont un peu plus loin, d'accord, sur cet axe-là, mais pour autant elles ne filtrent pas plus. Donc on a cassé en fait cette relation entre activité valvaire et filtration, en ajoutant du bruit. Alors ça, l'expliquer, il faudra aller un petit peu plus loin sur des mesures éventuellement de stress, des mesures de respirométrie, c'est ce qu'on projette de faire, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais peut-être qu'une des raisons, ça pourrait être un espèce de rééquilibrage un peu métabolique, où en fait on aurait un relâchement du muscle qui maintient les valves fermées. Alors peut-être que sous l'effet du bruit qui stimule en fait ces moules, parce qu'elles vont avoir des mécanorécepteurs qui vont être stimulés par les mouvements de particules. Et donc peut-être que ça génère une consommation d'énergie et qu'elle va compenser en mettant un peu moins d'activité musculaire. Donc d'où peut-être une activité valvaire, un relâchement qui expliquerait l'ouverture plus grande, mais pas pour autant une filtration plus grande. Donc on est en train de creuser un petit peu l'explication. Maintenant, la conséquence, elle est quand même là, c'est que ça perturbe visiblement leur activité de filtration. Et quand on regarde ici pour des niveaux intermédiaires, alors j'insiste pas dessus parce que significativement, ce n'est pas des choses qui ressortent, mais on a des relations aussi intermédiaires. C'est-à-dire quand ils reçoivent du bruit à un niveau un peu intermédiaire, on a aussi une relation qui est un peu entre les deux. Donc ça aussi, ça suggérait qu'il y a peut-être un effet dose dans l'impact du bruit. Chose qui est aussi soulevée assez souvent dans la littérature, mais qui est encore très très peu testée. Donc là aussi, c'est une autre piste sur laquelle il faut aller, c'est aller du côté des effets dose-réponse. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, donc pour finir, quasiment avec la présentation d'ailleurs, si on revient sur l'impact de ces résultats-là, alors je vous parlais d'organismes impliqués dans des processus écologiques. Donc il y avait ce processus-là que j'évoquais tout à l'heure, alors on appelle ça la bentification, parce que le benthos, le pélagos. Donc ce qui s'est passé dans les lacs américains, sans moule, avec moule. Donc vous avez beaucoup d'énergie avec, en gros, c'est de la matière organique, du phytoplancton, du zooplancton dans la colonne d'eau. Ça, c'est des sources de nourriture pour les poissons et toute la chaîne trophique. En présence de moules, parce qu'elles filtrent énormément, toute cette énergie-là va être concentrée dans le fond. Et donc vous allez changer énormément les communautés benthiques d'invertébrés et vous allez appauvrir la colonne d'eau. Alors il y en a qui sont contents de dire on voit mieux dans l'eau. Ouais, mais tout est beaucoup plus pauvre aussi. Alors maintenant, il y a des pêcheurs, vous trouvez des reportages dans le lac du Bourget qui disent l'eau, parce qu'il se passe la même chose au Bourget, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. C'est qu'ils ont entrepris des mesures d'assainissement très efficaces. Donc les eaux, ils ont sans doute amélioré la collecte des eaux usées, ce genre de choses autour du lac. Donc les eaux s'éclaircissent. Alors peut-être que la moule va commencer maintenant à jouer aussi. Mais les pêcheurs disent c'est bien, mais on n'empêche plus de poissons. Parce qu'en fait, ça veut dire que le milieu est beaucoup plus pauvre. Donc eux, ils ont des poissons tout petits et beaucoup moins. Donc ils ne sont pas très contents. Et l'autre processus, donc la question maintenant, c'est est-ce qu'à un niveau, on va dire, réaliste, on pourrait faire une interaction entre pollution sonore et ce processus-là? Est-ce qu'il viendrait le moduler? Là, c'est une question pas facile à répondre, mais voilà, on a des protocoles éventuellement in situ pour essayer d'aller un peu plus loin. Et l'autre processus aussi auquel on pense, c'est le biofouling. Donc c'est les organismes qu'on appelle qui s'encrassent, qui encrassent. Donc typiquement, ils viennent se fixer sur des structures. Alors quand c'est des hélices de bateau, ça vous embête.
Donc ça se fixe sur n'importe quoi. Nous, ça nous a coulé des bouées qu'on avait mises dans l'eau. Hein. On ne les trouvait plus. On s'est dit, bon, elle a été coupée par un pêcheur. Non, les plongeurs l'ont trouvé au fond de l'eau couverte de moules. En 4 mois, hein, donc ça va très vite. Et donc là, c'est une bouée. Mais ça va aussi dans des systèmes de refroidissement de centrales. Donc il y a des centrales nucléaires qui, des fois, se coupent pour qu'ils aillent gratter et retirer les moules. Donc ça, le coût, c'est colossal. Hein. J'ai plus les chiffres, mais c'est des milliards. Hein. Ça a été quantifié de toute façon. Et donc la question, c'est si le bruit joue comme un signal pour que ces bestioles-là s'agrègent, et ce qui est souvent associé à l'agrégation, c'est en plus une force d'attachement plus forte. En général, quand les gens testent les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'elles s'agrègent plus, mais aussi elles s'attachent plus fortement. Peut-être que l'activité humaine par les émissions sonores amplifie le biofouling. Ça, c'est aussi une autre question. Donc là, on va envisager des tests de in situ, où on va mettre du playback, faire du playback et mesurer des taux de colonisation, des taux de fixation, des forces de fixation, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis niveau temps, mais de toute façon, j'arrive à la fin. Donc là aussi, un petit message, chose à retenir. Donc, on le voit, hein, les paysages sonores subaquatiques, si vous en doutiez, ils peuvent être très fortement influencés par les activités humaines. Clairement, ils sont dominés par la technophonie. Hein. J'utilisais encore anthropophonie il y a une demi-heure, mais c'est vrai que ça colle plus avec la technophonie, si on voulait être précis. Donc cette source sonore, elle est extrêmement diversifiée en eau douce, et ça, je pense que c'est un message très important dans notre travail. Pourquoi ? Parce que vous avez des sources terrestres que vous n'allez pas avoir en marin pélagique. Parce que des papiers en marin pélagique, il y en a un paquet, mais c'est des bateaux qui passent. D'accord ? Donc, en termes de signal pour la faune, ça n'a rien à voir. Et vous avez beaucoup de signatures, je n'ai pas mis d'exemple de spectro, mais de bateaux qui manœuvrent. Et ça, un bateau qui arrive, qui s'arrête net, qui repart net, qui s'arrête net, qui repart net. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la faune ? C'est qu'on a des signaux qui sont hautement imprévisibles. Et on a ce qu'on appelle des onset, en fait, on a un démarrage soudain du signal. Alors qu'un passage de bateau, ça démarre doucement, ça émerge du bruit de fond, et ça repart doucement. Donc en tout cas, c'est prévisible pour les organismes. Ils ont le temps, c'est anthropocentré, mais il y a un moyen d'anticiper un petit peu. Là, franchement, même nous, on a un spectro, on s'attend à ce qui va se passer, mais ouais, le démarrage, quand c'est des manœuvres, c'est du on-off, quoi. Et ça a été publié, c'est censé être plus impactant pour les organismes. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a une piste très très importante là, hein, c'est faire du playback, mais avec des mix, donc des passages, mais aussi plus de manœuvres, changer les ratios, et je suis sûr qu'il y a des impacts qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est la partie de ce que l'on va faire prochainement. Là aussi, avoir en tête que tous les organismes en fait, sont susceptibles de percevoir les sons, hein, parce que aquatiques. Là, je vous ai montré l'exemple d'un vertébré. On a testé aussi sur des petits crustacés, des gamards. Et en fait, ils répondent quasiment tous. Ils répondent tous, en fait. Ils perçoivent tous des sons. C'est normal parce qu'en fait, ils perçoivent les vibrations. Donc, ils ont des organes, des mécanorécepteurs, qui détectent les mouvements de particules, qui est dans l'aquatique la composante des sons qui est la plus importante. En tout cas, pour beaucoup d'organismes. Et donc, en termes de perspective, alors nous, ce qu'on aimerait mettre en place, il faut juste convaincre les gens, c'est de faire un observatoire acoustique des lacs multi-usages. Donc, on pense d'abord aux lacs périalpins, qui sont suivis par un observatoire, hein, c'est OLA, l'Observatoire des lacs, depuis déjà des décennies, mais il n'y a rien sur les sons. Là, je pense qu'on a des arguments pour montrer que c'est un élément qui est important. Donc ça, ce serait une perspective. Donc généraliser un peu cette approche-là à d'autres lacs. Aller plus loin dans la réponse écologique au bruit en essayant d'aller vers les communautés. Donc envisager de travailler plus en in situ, plus sur des communautés, donc des assemblages complexes d'espèces. Et puis, dernière perspective qui nous tient aussi beaucoup à cœur, c'est de s'intéresser un petit peu, donc d'aller vers la société et de voir un petit peu comment sont perçues les scènes auditives lacustres. Donc là, on pense à ce qu'il y a sur les berges, en fait. Hein. Donc comment sont perçues ces scènes auditives ? Quel est l'impact de cette pollution sur le bien-être et sur la relation en fait, qu'on va avoir entre l'homme et la nature, hein, qui est quelque chose qui est bien mis en avant, hein, le concept d'une seule santé, c'est très à la mode. Et ces choses-là, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus pour le moment, quoi. Donc on va essayer d'aller aussi vers ces aspects-là. Voilà. Donc je remercie Théophile, il est ici du coup.
C'était donc beaucoup de résultats de sa thèse. Et donc, je remercie une partie des collaborateurs hein, autour de ce projet. Et puis, vous pour votre attention. Merci. Merci. Je me demandais, en fait, du coup, pour une espèce invasive comme la moule, là, en fait, du coup, l'effet du bruit va avoir une influence plutôt positive, c'est-à-dire néfaste pour la moule, mais du coup positif pour empêcher la colonisation. Je me disais que le fait qu'elle s'agrège moins, par exemple, ça évite qu'elle s'agrège plus. Le fait qu'elle s'agrège plus évite qu'elle s'expande, quoi, qu'elle se dissémine. Alors, Et le fait qu'elle filtre moins, du coup, empêche un peu l'effet que tu montrais dans les grands lacs américains. Ou après, ça ne veut pas dire, je ne veux pas vendre qu'il faut faire du bruit, parce qu'il y a aussi des espèces endémiques qu'il faut pas gêner. Mais concernant une espèce invasive comme ça, en fait, on peut presque se dire que finalement, ça. Ouais, alors après, je pense qu'avant ça mérite d'être validé par notamment des mesures in situ. Et c'est là où ça va être compliqué, parce que faire ce genre de manip avec des dispositifs dans l'eau, ça se fait, mais c'est complexe. Mais ça mériterait, de toute façon, il faut une validation in situ, c'est sûr, parce que on sait hein, que les comportements, les réponses biologiques en labo, elles peuvent vraiment dévier de ce qu'on observe sur le terrain. Donc, après qu'on voit ça. Autre chose aussi à mesurer, qui serait peut-être plus direct, c'est l'effet sur la croissance. Alors ça, c'est plus simple. Puisque si on part du principe que la filtration, donc l'alimentation est perturbée, quelque part, pourquoi elle n'est pas directement voir la croissance? Et donc, la perspective qu'on a en tête, c'est plutôt ça. C'est-à-dire de se dire, on va contrôler certains groupes ou populations de moules dans des cages, je ne sais pas, ça se fait, et essayer de mesurer leur croissance. Maintenant, il y a des approches, notamment photogrammétrie, qui se font, et essayer de soumettre un traitement sonore pour voir si, en faisant varier des niveaux, on va aussi moduler leur croissance. Après, voilà. Moi, je pense que dans la réalité, vu tous les autres facteurs qu'il va y avoir, je pense que malheureusement, la pollution sonore, elle joue très peu par rapport aux autres facteurs, quoi. Maintenant, la question intéressante, qui est beaucoup plus globale, c'est le lien entre, et ça fait l'objet d'une thèse que je propose là, le lien entre ces espèces exotiques et le bruit. Parce que ça, c'est pas du tout, à part nous, en fait, il n'y a pas grand monde qui travaille dessus. Et on sait qu'une des hypothèses, c'est que les espèces invasives sont aussi plus tolérantes à une large gamme de contraintes environnementales. Le bruit, on ne sait pas. Donc on a déjà quelques éléments, mais en tout cas, ça c'est un truc à creuser, parce que ça paraîtrait assez logique aussi qu'elles aient un passif un peu avec le bruit, parce qu'elles vont voyager, en général ça va être associé à des activités humaines, elles vont se retrouver dans un milieu anthropisé, donc où il y a de l'activité humaine, donc du bruit. Donc le lien entre les deux, il est à creuser, quoi. Merci, c'était vraiment top. Est-ce que vous regardez également d'autres indices, comme des indices de texture en soi, c'est-à-dire la signature acoustique des sons des bulles, qui pourrait être aussi le reflet, bien sûr, des échanges gazeux ou de la production ou d'une respiration, puisque justement, le son des bulles peut être marqué dans le domaine des modulations par des variations tout à fait spécifiques, et ça pourrait être des indicateurs d'activité oui, je sais que c'est utilisé pour les plantes, beaucoup utilisé pour les plantes aquatiques. En fait, et comment vous le faites? Comment vous caractérisez cette signature acoustique? On l'a pas fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas, une piste vers laquelle on n'a pas été. Après, clairement, notre banque de données, là, on l'a exploité en se centrant sur la pollution sonore, mais le reste, elle est encore explorée, quoi, clairement. La biophonie, on a quelques signatures, mais c'est très anecdotique, et surtout parce qu'en fait, il y en a très peu par rapport à... On travaille aussi un peu dans les récifs polynésiens. Là, voilà, c'est l'équivalent de la forêt tropicale, je ne sais quoi, en terrestre. Bon, là, c'est très calme, niveau biophonie, c'est beaucoup plus calme. Mais il y a quand même des choses. Donc c'est vrai qu'on pourrait très bien réanalyser ces données-là en se centrant sur d'autres sources sonores. Et des bruits de bulles, oui, on en a... il y a plein de choses.